Lefar, bonjour. Nous nous retrouvons pour un de nos rendez-vous périodiques pour essayer de parler de l'économie, naturellement, des échanges franco-italiens, du développement d'Orcom qui est sur sa lancée, est en train de se développer mondialement, parce qu'il y a une sorte de mondialisation. Je rappelle que Orcom est un cabinet d'audit, un cabinet de conseil fiscal, un cabinet multiforme, enfin disons, avec une très forte implantation en France et en Italie notamment, mais aussi maintenant dans le monde. Et vous êtes, vous, le directeur général délégué, expert comptable, et donc vous êtes tout à fait la personne qu'il nous faut pour nous parler un peu de la situation. La situation, il faut rappeler que la situation, depuis notre dernière entrevue, ne s'est pas forcément améliorée, parce qu'il y a toujours la guerre en Ukraine qui continue. Il y a l'inflation qui est toujours assez forte en Europe, peut-être un petit peu moins en France qu'ailleurs, mais enfin. Et il y a comme ça des signaux qui sont. Il y en a qui sont un peu inquiétants, comme par exemple le fait que l'agence Fitch, l'agence de notation, ou l'agence de rating, comme on dit, et si l'Académie française ne nous écoute pas, n'est-ce pas, elle a légèrement dégradé la France, alors que l'autre agence, grande agence de notation, la Standard & Poor's, n'a absolument pas modifié son évaluation. Voilà. Alors, au vu de tout ça, comment Orcom navigue dans cette période un peu troublée, un peu agitée? Bon, d'abord, Paolo, merci à nouveau effectivement, cet entretien périodique que nous avons. C'est un rendez-vous que tu nous permets d'avoir avec tes auditeurs et spectateurs et le public italophone et italien à Paris. Alors, il y a plusieurs choses, plusieurs éléments dans ta question. Orcom, comment fait Orcom pour naviguer? On a la chance d'abord d'avoir une longue histoire. Michel Martin, qui a fondé le cabinet il y a 45 ans environ, a aussi structuré son entreprise sur des fondamentaux très solides, qui est l'accompagnement des jeunes experts comptables vers la prise de responsabilité, et ensuite une organisation assez processée autour des normes qualité applicables dans les métiers de service pour sécuriser l'ensemble de notre vie professionnelle. Donc ces deux leviers, ce ne sont pas les deux seuls bien sûr, mais pour en nommer au moins deux, à la fois le dynamisme de la jeunesse et puis l'accompagnement à la sécurité de notre opinion, intergénérationnelle évidemment. C'est ce qui fait aussi la force de notre entreprise. Et donc, ce qui a réussi ici en France, on l'a déployé à l'étranger. Donc j'ai la chance d'avoir pu mener ce projet depuis quelques années maintenant. J'ai intégré Orcom il y a une dizaine d'années. Et puis, à partir de 2015, on a fait cette croissance à l'international. J'allais dire en sélectionnant d'abord des personnes qui nous ressemblent, qui sont structurées et organisées comme nous et qui ont le même rapport au métier. Donc tu l'as dit, on avait ici à Paris, dans le bureau que je dirige avec Nicolas Coquille, et puis épaulé par Sabrina Cerchiaro, Salvatore Broculeri, Zied Rekik, notamment. On avait une forte coloration italienne. Certains sont italiens ou italiennes, comme vous l'avez entendu dans les noms. D'autres sont d'origine, c'est mon cas. J'ai cette chance d'avoir une grand-mère italienne.
De Bergamo, je crois. De Bergamo, exactement, et région que j'affectionne tout particulièrement. J'y vais évidemment tous les étés depuis que je suis bambin et j'y ai vraiment cultivé une vraie proximité. Et à travers la Val Brembana, la Lombardie, l'Italie dans son ensemble, avec toute sa variété et sa diversité culturelle, j'ai la chance de te côtoyer aussi. On a la chance de pouvoir être très proche de la Dante. Donc cette ouverture culturelle, on l'a ensuite déclinée donc dans notre métier d'expert comptable, de conseil fiscal, comme tu le disais, et puis d'auditeur. Et donc de cet ADN franco-italien, on est allé ensuite sur des territoires nouveaux. Oui. C'est devenu aussi une sorte de slogan presque pour nous, à la conquête des territoires, pour nos clients, pour nous-mêmes d'abord, et puis pour nos clients aussi, également. Donc les États-Unis, où nous sommes maintenant un cabinet important dans l'accompagnement des sociétés européennes, en Chine, où on est probablement le premier cabinet européen implanté en Chine. C'est la ruée vers l'Est. C'est la ruée vers l'Est, oui. Et puis à Londres, où d'un cabinet, d'une équipe de 10 personnes, nous sommes maintenant une trentaine de personnes, avec 3 experts comptables et commissaires aux comptes. Donc, les transformations que tu évoquais, comment nous avons fait pour naviguer, la transformation que tu indiques dans un contexte économique assez effectivement difficile. Oui, bon, incertain. Incertain, mais j'allais dire, la vie est incertaine. Oui. Donc, on a continué notre croissance en Angleterre après le Brexit, là où en France, on imaginait qu'il fallait, bon, sûrement pas vraiment y aller. Nous, on a eu, je pense, la bonne intuition, parce que nous avons aussi rencontré les bonnes personnes. C'est ça qui fait la différence dans notre métier. On est un métier de personnes. Donc on navigue en identifiant également où sont les flux des entreprises européennes à l'international. Les entreprises françaises, les entreprises italiennes, mais aussi les entreprises allemandes, espagnoles, elles vont aux États-Unis et elles vont en Chine. Dans mon rôle, de ma fonction de directeur général délégué, une de mes missions, c'est le pilotage, c'est l'implantation d'Orcom, mais c'est aussi le pilotage des implantations existantes, avec des associés évidemment sur place qui sont en responsabilité. Mais donc j'ai pu aller en Chine à la réouverture du territoire, réouverture aux personnes qui n'avaient pas de visa permanent, donc qui étaient visiteurs, ce qui est mon cas. J'ai retrouvé un pays encore plus dynamique que je ne l'avais laissé. Malgré l'image un peu écornée qu'on peut s'en faire ici en Europe. Voilà. Intéressant. Donc j'ai aussi, comme à chaque fois d'ailleurs, mais j'ai souhaité vraiment là, particulièrement ce voyage-là, ce déplacement, rencontrer aussi les représentants des institutions économiques italiennes et françaises, parce que c'est une manière. Nous, on a toujours travaillé en lien avec les institutionnels. C'est très important comme relais. Un expert comptable, de toute façon, travaille toujours en relation avec les institutions. Et puis nous, à l'international, c'est encore plus vrai. S'internationaliser, c'est aussi affronter des territoires nouveaux avec énormément d'inconnus. Donc pour lever ces inconnus, nous sommes là sur un certain nombre de champs et on s'appuie aussi sur les institutionnels pour donner un retour et une sécurisation sur les modalités de vie et de développement dans les pays. Donc c'est ce qu'on conseille à nos clients, et pour les conseiller à nos clients, il faut le faire nous-mêmes. Et les institutionnels italiens et français nous ont bien confirmé qu'en Chine, si on devait parler que de ce territoire, la réouverture est aussi vraiment, c'est pas un mot à prendre à la légère. La Chine est vraiment très tournée vers l'accueil des investisseurs étrangers. Est-ce que vous avez une politique de recrutement d'experts ou de collaborateurs locaux? Oui, bien sûr. Bien sûr. On a vraiment à cœur d'avoir un vrai mix entre des collaborateurs, je veux dire, de type expat, donc qui soient des Italiens ou des italophones, voilà, des germanophones, des francophones, et puis des collaborateurs et collaboratrices locaux. C'est extrêmement important pour nous, parce que ça permet aussi à nos clients d'être accompagnés par des gens qui ne découvrent pas le pays, qui peuvent vraiment exprimer
les difficultés locales d'ordre administratif, d'ordre légal, d'ordre juridique. À titre d'exemple, un de nos responsables de bureau à Pékin est un Pékinois qui est né et qui est vraiment de Pékin, son épouse également. Voilà, c'est quelqu'un qui a un bagage technique extrêmement fort et qui travaille main dans la main avec une responsable de bureau franco-italienne. Voilà. Donc à Pékin, on a vraiment un tandem sino-européen. Ah, très bien. C'est un exemple, mais voilà. Il y a des territoires, de toute façon, où il faut savoir s'adapter. Ça, c'est la grande leçon de l'international, c'est aussi de savoir s'adapter, tout en restant dans ce qui nous définit. Voilà. Et c'est ce que nous conseillons aussi à nos clients. Savoir s'adapter, savoir naviguer, c'est savoir s'adapter. Et alors, pour revenir un petit peu à l'Europe et principalement à la France et à l'Italie, est-ce qu'on a une idée, est-ce qu'on peut savoir si ces deux pays, la France et l'Italie, ont conservé leur attractivité malgré le Covid, malgré la guerre en Ukraine, malgré la dégradation de la note de la France par Fitch, est-ce qu'ils ont conservé leur attractivité? J'ai entendu, j'ai lu que la France est encore très attractive. Oui, je pense que tu fais référence aux échos qu'a fait la presse du bilan de l'attractivité publié par Business France. Donc effectivement, alors, il ne s'agit pas pour nous forcément de faire cocorico, même si effectivement la France, à travers ce bilan-là, ressortirait comme le premier pays d'attractivité des investissements directs étrangers. C'est l'acronyme IDE, c'est ce qu'il veut dire. Bon. Pour les connaisseurs de ce type de classement, il faut savoir un peu l'éclairage qu'on en tire. Effectivement, il y a une quantité d'investissement qui est très important. Après, il faut aussi regarder l'emploi qui est créé par ces investissements. On voit qu'il y a parfois il peut y avoir un petit décalage entre l'investissement qui est réalisé et l'emploi qui est sollicité. Cela dit, le bilan est quand même extrêmement positif. Donc la France reste très attractive. Mais l'Italie n'a pas perdu de son dynamisme non plus. L'Allemagne non plus du reste, l'Espagne non plus. L'Angleterre non plus, malgré le Brexit. Pour l'instant, on n'en voit pas strictement les conséquences de manière absolument nette, autant que nous l'annoncions avant dans la presse. Donc, j'allais dire que les crises que tu cites, ce sont des crises qui ont un impact sur tout le monde. Oui. Le Covid, inutile de le rementionner, mais la crise aussi russo-ukrainienne a eu un impact sur un ensemble de pays, notamment en Europe. Tous les pays sont plus ou moins touchés par ce conflit. En tout cas, on réagit de manière assez en bloc à cette invasion russe de l'Ukraine et même s'il y avait des expositions différentes aux matières premières, aux denrées alimentaires, cela dit, c'est un conflit qui a impacté tout le monde. Les proportions peuvent peut-être être différentes, mais ce n'est pas ce qui a fait régresser un pays par rapport à un autre. L'imbrication des économies européennes, notamment l'Europe de l'Ouest, reste extrêmement forte. C'est ce qui fait que quand un conflit arrive sur le territoire européen, ça touche un peu tout le monde. On reste aussi dans les mêmes proportions sur les sources des investissements. La source italienne reste une des 5 sources d'investissement en France, de même que l'Italie reste une des destinations majeures des investissements français à l'étranger. L'Italie aussi continue à être extrêmement tournée vers l'international, la Chine, les États-Unis et aussi l'Europe. Les deux pays ont comme vraiment territoire de développement l'Europe. Oui, tu me disais tout à l'heure qu'il y a des chiffres intéressants que tu pourrais citer sur justement l'Europe, le commerce intra-européen. Oui. Bien, en fait, c'est assez intéressant parce que si on reste sur ces deux pays, France et Italie, globalement, on peut dire que entre 60 et 70% dans certains égards,
du commerce international est d'abord fait avec l'Europe. Ce qu'on entend par Europe, c'est, on va dire, c'est pas forcément c'est Angleterre, Espagne, Allemagne, et puis France et Italie en mimétisme. D'accord ? Ça, ces pays-là constituent le point premier de débouché et d'origine des investissements directs étrangers. Ensuite viennent les États-Unis, très important, soit en direct, soit par le truchement d'autres pays européens, comme la Suisse ou comme la Hollande, pour des questions de stratégie d'implantation européenne, ça c'est très important, stratégie économique, stratégie fiscale, stratégie aussi de structuration des investissements. Bon, c'est des stratégies que nous conseillons nous-mêmes à nos clients, donc, que nous connaissons bien. Mais voilà, ces grands rapports, ces grands ensembles économiques n'ont pas évolué. Il n'y a pas eu de redispatching des cartes, on va dire, du commerce international en 2 ans. Et alors, pourquoi est-ce que l'Italie exporte beaucoup plus que la France? Ou pourquoi est-ce que la balance commerciale de l'Italie est toujours positive, alors qu'en France, on a l'impression que le déficit s'accroît? Bon, c'est un phénomène qui est régulièrement remis en haut de la pile des phénomènes économiques différenciant l'Italie de la France. Dans un des enseignements que je supervise, je voulais montrer aux étudiants l'importance des districts italiens dans la singularité du commerce international de l'Italie, comparé évidemment aux caractéristiques très françaises, qui a ses atouts bien sûr, mais écoute, il y a multitude de raisons, je crois qui ont été largement documentées, mais le tissu des PME, évidemment, qui est très fort en France, mais qui est probablement moins tourné vers l'international. De notre petite fenêtre de praticiens, je dis la nôtre parce qu'on est une équipe, mais à mon humble avis, il me semble que l'international, en France, est encore, à mon goût, trop tourné vers les grandes entreprises voire ETI, et pas assez déployé pour la PME artisanale. Alors que la frontière italienne est parfois à 2 pas et que la frontière belge est parfois à 2 pas, et ne serait-ce que cette transaction entre la France et la Belgique, entre la France et l'Italie, rentre dans la comptabilité du commerce international. Donc nous, on a des clients italiens qui ne sont pas des grandes entreprises, qui sont des entrepreneurs de PME, tout simplement. J'ai moins de PME françaises qui vont vers l'international. Mais peut-être aussi parce que dans l'ensemble, il y a moins de PME en France qu'en Italie. Alors, le tissu français est quand même essentiellement composé de PME, TPE, PME. Oui, mais enfin, il y a beaucoup plus de grandes entreprises en France qu'en Italie. Parce que c'était une action de... Je pense que c'est effectivement comme ça qu'il faut le poser. C'est pas la moindre importance des petites entreprises, c'est une plus grande importance, même j'allais dire institutionnelle et politique, des grands groupes dans la mobilisation des capitaux à l'étranger. La représentation de la France d'un point de vue économique à l'étranger passe essentiellement par les grands groupes. Et l'aéropage ensuite de PME qui entourent les grands groupes sous des formats de sous-traitance et de collaboration, de co-exportation, etc. Mais il y a, mon sentiment, c'est qu'il y a moins de... Là, c'est l'expérience qui parle, mais je te fais grâce des études économiques sur le sujet qui sont beaucoup trop longues, mais en tant que praticien, moi je rencontre plus souvent des PME qui s'internationalisent, ne serait-ce qu'en Europe, beaucoup plus rapidement ou facilement que la PME française. Tu me parlais, tu avais des chiffres intéressants à citer là, sur cet aspect commercial. Oui. Alors, mais c'était justement dans le bilan publié par Business France. L'Italie représente entre 8 et 10% du commerce international inbound, c'est-à-dire atterrissant en France. Donc c'est significatif. Oui, L'Italie représente, les entreprises italiennes représentent 15, alors ça dépend des comptages, mais entre 15 et 20% des emplois de source des entreprises étrangères.
Donc ça veut dire que c'est quand même assez significatif. Les entreprises, la France est le 3e territoire d'investissement pour les entreprises italiennes. Donc c'est là aussi très important de voir que dans le rapport de grandeur entre la France et l'Italie, c'est ce que je te disais tout à l'heure, il n'y a pas eu de changement dans le rapport de grandeur. On est toujours à la 5e et à la 3e position. Et c'est des choses qui ne changent pas même dans le rapport aux autres pays. Est-ce qu'il y a eu des changements, par exemple, dans le secteur immobilier? Est-ce qu'il y a toujours autant d'Italiens qui sont désireux de s'acheter ne serait-ce qu'un pied-à-terre, un studio ou quelque chose, ou une villa sur la Côte d'Azur, n'est-ce pas, que historiquement, enfin, et ça continue ou... Alors, on a toujours dans notre clientèle toujours autant de... Enfin, le flot de demandes pour investir dans l'immobilier est toujours aussi significatif. On a un certain nombre de clients qui sont de cette clientèle internationale privée. Cela dit, j'ai de moins en moins d'Européens qui veulent acheter un pied-à-terre à Paris. J'ai de plus en plus d'Américains. Ah. Est-ce que c'est lié uniquement à ma clientèle ou est-ce que c'est une tendance? Ça serait à creuser. Mais c'est vrai que, disons que je vois quand même une différence générationnelle. Le pied-à-terre parisien est aujourd'hui quand même assez cher. Et pour la génération de 30-40 ans, qui décide peut-être de s'installer en Paris, il ira peut-être plutôt en région parisienne. Voilà. Ensuite, voilà, il faut pouvoir héberger ensuite des enfants. Donc le mètre carré à Paris devient quand même très cher. Et la clientèle de dirigeants italiens n'échappe pas à la règle des dirigeants français, qui ont parfois grandi à Paris ou toutes proches dans les communes vraiment limitrophes, et qui sont obligés, du fait de l'accroissement du mètre carré, dès qu'on a une famille, d'aller peut-être un peu plus loin. Voilà. Avec aussi les mutations des transports, la mutation du télétravail, qui est énorme. Oui. Dans leur rapport à la géographie, ça a complètement changé les choses. Oui. Et ça, en France, c'est quand même très marqué. Je sais qu'en Italie, c'est aussi très marqué. Oui, par exemple, juste par curiosité, mais pour un cabinet comme Orcom, quelle est maintenant l'importance relative du télétravail? Alors, nous, on a une politique de souplesse qui est guidée par 2 choses. S'adapter aussi au rapport vie privée, vie professionnelle qui est attendu par la génération qu'on souhaite accompagner dans le métier. Et aussi qui est quand même commandé par un impératif lié à notre métier de travailler en équipe. Voilà, donc on a ces deux grands repères, et entre ces 2 grands repères, nous sommes très souples. On a signé une charte qui permet quand même de garantir un minimum de jours de télétravail. Ensuite, on est capable de s'adapter aux situations particulières, aux profils particuliers également, aux zones géographiques. Orcom aujourd'hui, c'est des territoires qui n'ont rien à voir parfois entre eux. Non, bien sûr. Donc entre New York, l'Île-de-France, d'autres territoires en province, les pratiques de mobilité sont complètement différentes. Et ça, évidemment, on s'y adapte. Et les résultats sont positifs. Oui. Oui, très positif. C'est rassurant. Non, très positif, on en est très fiers. C'est un succès collectif. Mais c'est aussi la démonstration que cette vision stratégique, elle a été bien pensée depuis longtemps et qu'effectivement, elle porte des fruits solides et durables. Voilà, et ça, on en est très fiers. Alors, est-ce que, sauf des événements totalement imprévus ou des catastrophes, disons, est-ce que tu as le sentiment que finalement l'avenir est plutôt, les perspectives pour l'avenir sont plutôt rassurantes qu'inquiétantes? On avait eu cette conversation, je crois, déjà lors de notre dernier entretien. Après, moi, je suis pas du tout un pessimiste par nature. Bon, des formations professionnelles obligent.
être l'inverse d'un pessimiste, c'est-à-dire un optimiste idéaliste, ça n'a pas de sens. Non, on essaye d'être lucide et rationnel. C'est-à-dire de gérer le développement et la croissance avec pragmatisme. L'histoire de l'humanité est faite de transformation et d'évolution. On est en train de vivre une transformation et une évolution. Au moins sur deux aspects. En tout cas sur le registre économique et plus particulièrement sur notre métier. Il faut toujours partir de ce qu'on connaît vraiment le mieux. On a une transformation dans le rapport à la donnée financière, comptable et économique. Ce mécanisme de dataïsation de l'économie est en train d'aller encore plus loin, avec des points évidemment comme à chaque fois positifs et négatifs, mais ça c'est un autre sujet. On voit en France l'arrivée de la facture électronique avec un calendrier maintenant précis, 2024 à 2027. C'est une transformation profonde, profonde dans le mécanisme de circulation de l'information, profonde aussi dans les règles et dans les attentes de contrôle et de supervision, et profonde aussi pour des professionnels comme nous, qui sommes vraiment la profession type de la sécurité de l'information. Donc nous, on est prêts. On est prêts dans notre ADN en réalité. Les modalités ensuite vont être publiées, donc on va suivre le calendrier, mais en réalité, un expert comptable et un commissaire aux comptes, son métier, c'est de sécuriser la donnée comptable et financière. Donc, qu'elle soit déjà dans un système, qu'elle soit facture électronique, qu'elle soit facture papier, notre métier, c'est de donner de la sécurité à nos clients. On s'adaptera aux modalités pratiques, ce n'est pas un problème. Évidemment, dans la tenue comptable, dans la production comptable, les choses vont évoluer. Bon, mais une évolution est toujours saine, ça permet aussi de grandir et de s'adapter, de se remettre en cause aussi parfois ses acquis, et d'aller aussi vers plus de formation et de spécialisation. Donc, ça veut dire qu'on grandit vers le haut si on a l'ambition de réussir, mais c'est notre cas. Donc, je parlais de la dataïsation. Il y a un autre phénomène qu'on voit aussi émerger et qui nous intéresse beaucoup chez Orcom, c'est la publication au fur et à mesure de tout un panel de normes autour de la green economy, l'économie verte. Donc là, effectivement, il y a une densité de publications normatives très élevée et qui va avoir un impact extrêmement durable, sans jeu de mots. Mais il n'y aura pas de retour en arrière. Sur les deux phénomènes, c'est une intuition personnelle. Mais je crois que je ne suis pas la seule à le dire. Je m'inspire aussi de ce que disent d'autres, de ce que disent mes pairs, et parfois des personnes aussi qui ont vécu d'autres transformations dans le passé. Voilà, sur la dataïsation et les normes de la green economy, il n'y aura probablement pas de retour en arrière. Quelle va être l'ampleur? Quelle va être la portée? Est-ce que ça sera global et homogène, ou est-ce que ça sera sectoriel, différencié par continent? Ça, c'est les grandes inconnues. Parce qu'effectivement, le commerce international probablement ouvre aussi une nouvelle phase dans sa physionomie. Je le vois aussi en tant qu'économiste. Comme tu le sais, c'est aussi une activité loisir qui m'intéresse beaucoup. Et la mutation du commerce international, elle est en train là aussi de prendre un coup d'accélérateur avec le retour des pays, le retour des régions, sous l'impulsion de la Chine, sous l'impulsion aussi de rivalités géopolitiques dont on entend beaucoup parler. Mais d'un point de vue strictement économique, le redéploiement des échanges sur les matières premières et sur les matières de l'innovation, qui sont les microprocesseurs, etc., elle est redoutable aussi pour redessiner un peu les structures d'échange. Donc c'est des changements qui ont lieu aujourd'hui et qui vont avoir un rayonnement et une répercussion sur les 30 à 50 prochaines années, indéniablement. Oui, en effet, on a l'impression qu'il y a une prise de conscience véritable, n'est-ce pas? Tu parles de la green economy? Oui, c'est ça. Bien sûr. Oui, une prise de conscience véritable et avec une mise en œuvre certaine. Alors, certains diront peut-être que c'est pas assez, d'autres diront que c'est trop, mais ça, ce sont d'autres niveaux de polémique. Mais en tout cas, sur les mécanismes de transformation et les mécanismes de publication normative qui, nous, en tant que commissaires aux comptes, experts comptables, nous intéressent beaucoup, puisque nous sommes des professionnels de la certification. Alors, on n'est pas capable toujours de tout certifier, bien sûr, mais on sait mener un audit, on sait mener un contrôle interne. Donc nous, sur ces normes de la green economy, on est
en veille très active pour aussi nous assurer qu'en tant qu'auditeur, commissaire aux comptes, on puisse jouer notre jeu et en tant que cabinet Orcom, qu'on ait notre place, notre carte à jouer, notamment sur l'international. Voilà, alors en guise de conclusion, on peut dire, si j'interprète bien tes paroles, tes considérations, que l'Europe dans son ensemble, la France et l'Italie en particulier, s'en sortent plutôt bien. Ce serait peut-être un peu risqué quand même de donner une teinte aussi claire sans nuance, mais d'un point de vue strictement économique et de redémarrage de l'économie internationale, restons là-dessus, et du commerce notamment international, il y a un redémarrage indéniable du commerce international. On le voit aussi, j'ai échangé aussi avec mes associés de l'international sur la quantité de contacts qu'on a renoués depuis un an et demi. Donc nous aussi, on a une sorte d'indicateur silencieux de ce type de redémarrage. Donc c'est assez frappant, hein, donc on le sent bien. Maintenant, est-ce que une économie va bien ou mal? C'est un peu limité peut-être comme terminologie, mais en tout cas, il n'y a pas de... Il y a une survivance et il y a aussi des transformations qui peuvent permettre, c'est surtout peut-être le potentiel, qui peuvent permettre au continent européen, on va dire plus largement au bord occidental, de continuer à occuper un espace dans le jeu de la mondialisation et du commerce international. Alors sur cette note d'optimisme prudent, je crois que nous pouvons conclure notre entretien en attendant un prochain entretien dans quelques mois pour voir si finalement on a eu raison d'être modérément optimiste. La modération, tu sais, nous fait courir peu de risques. Merci beaucoup. Merci Paolo, merci encore.